Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une étape importante quand on cherche à résoudre un problème. L'analyse de l'existant et l'identification de contraintes et de ressources. Alors, je me place dans une démarche d'amélioration qualité, et si vous voulez avoir un aperçu général des étapes à mettre en place, j'ai fait une vidéo globale qui décrit l'ensemble du processus en une dizaine de minutes. Et puis, dans une série complémentaire, je reviens dans le détail sur chacune des étapes. La vidéo que vous regardez actuellement est la seconde de la série. Et je vous invite bien sûr à regarder la vidéo initiale qui a exploré la notion de problème et la manière de le décrire. Vous trouverez la liste de toutes mes vidéos en description et je vais l'actualiser au fur et à mesure de leur parution. Abonnez-vous à ma chaîne et puis si vous trouvez mon travail intéressant, faites-le savoir et partagez-le. On va donc parler d'analyse de l'existant. Alors ce qu'on appelle l'existant, ce sont toutes ces informations qui décrivent le contexte et qui nous permettent d'approfondir notre analyse. Alors on pense bien sûr à des indicateurs, on en a parlé dans la vidéo précédente, et puis à des processus. Les processus vont décrire l'activité et comment interagissent les différents acteurs. On va également lister nos ressources qui vont nous servir lors de l'élaboration de solutions réalistes. Alors attention, on n'aura pas besoin de décrire précisément l'existant dans toutes les situations. Si vous traitez un problème qui est limité avec une solution assez simple et évidente, vous n'avez pas besoin de documenter toutes ces choses dans le détail. L'analyse de l'existant, elle est à réserver à des problèmes vraiment complexes, dans lesquels les options sont très ouvertes, mais surtout nécessitent de respecter un cadre contraint. Alors, parfois, il va être très facile de réunir les éléments qui sont nécessaires. Ben oui, ils peuvent déjà être disponibles au sein de votre entreprise, en particulier si vous avez des démarches qualité rigoureuses. Dans ce cas-là, il faut juste récupérer ces informations en interne, en espérant qu'elles soient bien classées et actualisées. Et puis parfois, vous allez devoir les constituer pour l'occasion. C'est souvent le cas dans les entreprises plus petites, avec des processus qui sont parfois informels, connus uniquement par les quelques personnes qui vont les appliquer. Dans ce cas, vous allez travailler à partir d'observations ou d'échanges avec les acteurs qui sont concernés. Dans certains cas également, vous allez devoir élargir vos recherches hors de votre entreprise pour trouver des informations externes. Si ces informations varient dans le temps, vous aurez intérêt à mettre en place une veille. Là encore, n'hésitez pas à visionner les vidéos que j'ai consacrées au sujet. Un problème survient généralement dans le cadre d'une activité courante de l'entreprise. On vise un objectif précis, conclure une vente, obtenir un règlement, passer une commande. Et pour cela, on applique une méthode spécifique. Cette méthode, qui est propre à chaque entreprise, c'est ce qu'on appelle un processus. Il s'agit d'un flux de travail, un workflow en anglais, qui implique généralement plusieurs personnes et qui décrit l'enchaînement des tâches et des informations qui vont conduire d'un point de départ à un point d'arrivée. Et justement, s'il y a problème, c'est que les choses ne vont pas se dérouler comme attendu. Alors parfois, ça sera un dérapage ponctuel lors d'une étape, et puis parfois, le problème, il va être récurrent, et on pourra remettre en cause l'ensemble de notre méthode de travail. Alors par exemple, un arrêt de production, ça peut être provoqué par une machine qui va subitement casser. Ou bien ça peut être provoqué par un manque de matières premières suite à l'absence d'anticipation dans les commandes. Dans les deux cas, mais surtout pour le deuxième, vous avez besoin de décrire le processus pour comprendre ce qui a dysfonctionné. Alors, si vous avez décrit un processus, vous allez déjà être plus précis dans l'identification du problème pour compléter les questions qui et quand d'un QQ au QCP par exemple. Ensuite, lors de la phase d'analyse des causes, je vous en reparle dans la 3e vidéo de cette série, ces informations permettront d'explorer des hypothèses qui auraient pu vous échapper de prime abord. Par exemple, y a-t-il eu un problème de maintenance ou bien une erreur de manipulation? Dans notre deuxième exemple, est-ce que la commande a été faite dans les temps mais pas honorée? Ou tout simplement, est-ce que personne n'a pensé à la faire? Et puis enfin, quand on a identifié les processus, si les solutions que vous allez proposer au final imposent des changements de méthode, elles pourront être plus facilement décrites et appliquées si on dispose déjà
de la description du processus actuel. Alors pour décrire un processus, on a souvent recours à des fiches descriptives ou à des schémas normalisés, par exemple un diagramme de flux d'informations ou un diagramme événement-résultat. J'ai déjà consacré des vidéos à certains de ces outils et je prévois de faire des vidéos complémentaires. On vient de parler de la manière de décrire l'existant. Ces paramètres de fond nous imposent également un cadre plus ou moins rigide. Quelles que soient les solutions que l'on va ensuite proposer, elles devront s'inscrire dans ce cadre. C'est ce qu'on appelle des contraintes, et on peut les identifier plus finement. On vient de parler de méthode à travers des processus. Il s'agit bien sûr d'une contrainte. Par exemple, vous allez appliquer un processus de réclamation, avec différents seuils d'alerte, différentes réponses possibles, et sans doute des exceptions selon la nature des clients concernés. Selon les enjeux des tâches à résoudre, vous pouvez avoir des contraintes internes liées à la répartition et à la délégation des pouvoirs. La responsabilité hiérarchique impose de devoir rendre compte de ce qui a été fait. Vous aurez donc dans vos procédures des phases de contrôle et de validation qui sont des contraintes à repérer. C'est en particulier le cas quand l'image de votre entreprise est en jeu, par exemple à travers la communication interne, institutionnelle ou commerciale. Dans certains cas, vous avez un problème de source d'information. Cette information n'est pas partagée largement. Et là, ça vous induit une contrainte informationnelle parce que seules quelques personnes sont capables de vous renseigner sur un point précis. Je pense à des témoins d'une situation, aux personnes qui travaillent à un poste très technique, à des experts qui ont pris des décisions en faisant certains choix. Il va vous falloir recueillir ces informations au bon moment auprès des bonnes personnes. Alors parfois, vous aurez aussi des contraintes liées à la charge de travail. Difficile de faire à une personne le travail de 2 ou de 3. Vous devrez donc tenir compte du temps de travail des personnes qui doivent le réaliser et surtout de leurs compétences, car parfois tout le monde ne sait pas réaliser toutes les opérations. Alors ça, c'est souvent une contrainte qui va vous amener à rechercher temporairement de l'aide, soit dans un autre service, soit à l'extérieur de l'entreprise. Vous aurez recours à un prestataire pour renforcer vos effectifs ou pour combler l'absence de compétences dans un domaine précis. On peut aussi relier les contraintes précédentes à des exigences techniques. Si vous avez besoin d'un matériel bien spécifique, veillez à ce qu'il soit accessible ou bien là encore, tournez-vous vers l'extérieur. Alors certaines exigences techniques ou de méthode peuvent être imposées par un cadre extérieur à l'entreprise. Ça sera le cas quand vous devrez vous conformer aux exigences d'un label, d'une certification. Le respect de normes ou d'un cahier des charges va vous obliger à fonctionner d'une certaine façon, d'utiliser un certain matériel, de respecter un certain délai, d'informer les clients selon des formes précises. Le fonctionnement des entreprises doit s'inscrire dans un cadre qui est régi par la loi, ce qui va imposer des contraintes juridiques. Alors c'est le cas au niveau des contrats, des règles liées à l'embauche, sur la transparence et l'exactitude de vos comptes, sur la protection des données individuelles, sur la sécurité du personnel. Les contraintes juridiques, elles varient souvent, ce qui impose généralement une actualisation de vos connaissances par une recherche d'informations ou de la veille. Alors on peut également envisager des contraintes plus personnelles et psychologiques. Le manque de compatibilité entre des gens, ou au contraire leur grande affinité. Les agendas individuels, la subjectivité des personnes quand ils évoquent certains sujets, les biais cognitifs. Des contraintes peuvent être liées aux rapports sociaux, aux règles informelles qu'ils imposent, que ce soit au niveau de codes d'étiquette ou de risques de discrimination. Mais attention, car il est souvent difficile d'objectiver ces éléments dans le cadre d'une résolution de problème et de les faire apparaître dans une analyse de l'existant. Mais gardez-les en tête pour en tenir compte lors de vos enquêtes ou lors de vos décisions. N'oubliez pas les 2 contraintes principales qui s'imposent quasiment à toutes les situations. Le temps et l'argent. Le temps, c'est un paramètre incontournable en gestion de projet. On a vu qu'au stade de l'analyse initiale du problème, on peut obtenir des informations temporelles sur la survenue de notre problème.
C'est ce que vous avez réuni dans les questions quand d'un QQ-QCP, et en termes de fréquence, c'est un élément important de la criticité du problème. Vous pouvez aussi estimer quel délai est raisonnable pour solutionner le problème. Ce temps doit être réaliste, en lien avec votre analyse du problème et de ses impacts. Évitez les incohérences. Il est difficile d'identifier qu'un problème risque d'impacter la survie de votre entreprise et de prévoir un délai très long de résolution. Inversement, si le problème est diffus et moyennement impactant, difficile de justifier l'engagement de moyens d'urgence. Vous pouvez aussi avoir des échéances qui sont imposées par les éléments indirectement liés au problème. Par exemple, il faut avoir résolu notre problème d'erreur dans les commandes avant le lancement d'un nouveau produit prometteur. Quand vous devrez appliquer vos solutions, on en reparlera dans la 4e vidéo de la série, vous aurez à faire une estimation prévisionnelle du temps nécessaire. En gros, il va falloir répondre à la question, si on déclenche la résolution maintenant, à quelle date peut-on prévoir d'avoir fini de résoudre notre problème? Et vous devrez bien entendu suivre la mise en place de votre projet en temps réel. Il y a de nombreux outils qui existent pour travailler sur le temps, en particulier liste de tâches, liste de contrôle, agenda, planning, outils d'ordonnancement comme le diagramme de Gantt. Et je vous invite à regarder la série de vidéos que je leur ai consacrée. Alors ça, c'était le temps, mais il y a aussi les dépenses. Et là aussi, il va falloir être réaliste. Être efficient impose de trouver un bon équilibre entre les moyens mis en œuvre et le résultat obtenu. L'argent, c'est principalement une ressource qui permettra de mener votre action. Parce que quoi qu'on fasse, tout a un coût. Ça sera vrai, bien entendu, si vous devez acheter du matériel, payer une prestation ou de la communication, embaucher une personne. Même un simple temps de travail que vous consacrez à un dossier génère des coûts. Imaginez qu'on va pouvoir solutionner un problème sans dépenser quoi que ce soit est complètement illusoire. Alors, cette ressource, elle peut vite devenir une contrainte si elle devient limitante et qu'elle vous empêche d'opter pour des solutions efficaces en vous forçant à vous rabattre sur certaines solutions. L'outil pertinent pour gérer de l'argent, c'est un budget, que ce soit au niveau prévisionnel ou au niveau du suivi des dépenses. Alors, on vient de le voir, le temps et l'argent peuvent jouer un rôle double, à la fois de contrainte et de ressources. Alors c'est un peu le cas avec l'ensemble des facteurs qu'on a listés au préalable. Éléments humains, techniques, matériels. Les ressources nous permettent d'agir, alors qu'une contrainte, c'est un facteur limitant qu'on va subir et qui vont restreindre nos possibilités. Et ça va être à vous d'argumenter afin de justifier la mise à disposition des ressources nécessaires pour lancer les options qui vous sembleront utiles. Mais ça, on le verra plus tard, au moment de la sélection et de l'argumentation des solutions. Alors, si on résume notre démarche de résolution de problème, nous avons d'abord posé notre problème, vidéo 1, puis posé le cadre d'action avec les contraintes et les moyens dans cette vidéo. Avant de nous pencher sur les solutions, je vous propose maintenant d'aller plus loin dans l'analyse des causes de notre problème. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de la série. À tout de suite.